Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Natixis et vous venez de publier avec Marie-Paul Virard La folie des banques centrales aux éditions Fayard. Dans ce livre, vous appelez à définir une nouvelle philosophie, un nouveau modèle pour les banques centrales. Vous écrivez il va falloir s'extirper de la simple gestion de crise via les politiques monétaires accommodantes dont vous décrivez les conséquences néfastes pour entrer dans une phase de résolution de crise. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il faut étendre les pouvoirs de la Banque centrale ? D'abord, rappelons qu'officiellement, et certainement encore plus depuis la crise de 2008, les banques centrales devraient faire de la prévention des crises, puisque normalement, les banques centrales ont aujourd'hui deux objectifs. Le premier, c'est l'objectif traditionnel de stabilité des prix, qui est traduit partout par le fait qu'il faut que l'inflation soit à peu près de 2%. Et le second objectif, c'est ce qu'on appelle le pilier de stabilité financière, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas trop d'endettement, qu'il n'y a pas de bulle sur les prix des actifs, voilà. Donc déjà, ce serait un immense progrès par rapport à ce que nous avons vu depuis 2008 si les banques centrales appliquaient cette décision, c'est-à-dire s'occuper autant de la stabilité financière que de la stabilité des prix. D'autant plus que la stabilité des prix est devenue quelque chose d'un peu particulier, puisqu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'empêcher que l'inflation soit au-dessus de 2%, mais d'éviter qu'elle reste en dessous. Et donc on voit que dans l'esprit des banques centrales, probablement, et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans les recherches des banques centrales dans le passé, la stabilité des prix et la stabilité financière, c'était à peu près le même objectif. Puisque si on ne laissait pas déraper le crédit, on pense qu'on ne laissait pas déraper l'inflation. Aujourd'hui, ça devient des objectifs qui sont complètement contradictoires, puisque pour respecter l'objectif d'inflation, il faut créer de la monnaie, et que cette création monétaire crée de l'instabilité financière. Mais alors, quels devraient être les objectifs pour que les banques centrales pèsent davantage sur la croissance ? Mais alors, je ne sais pas s'il faut qu'elle pèse davantage sur la croissance, ça dépend à quel horizon. Je pense qu'il faut réfléchir profondément à quoi sert une banque centrale. Quand les banques centrales ont été créées au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ce n'était pas pour stabiliser l'inflation. Les banques centrales ne faisaient pas du tout de politique macroéconomique. Ça, c'est une invention des années 80. La politique monétaire telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec au centre de la politique monétaire l'inflation et peut-être aux États-Unis aussi la maîtrise du chômage, c'est une invention extraordinairement récente. Les banques centrales, ça a été historiquement créé pour maîtriser la quantité de monnaie. S'il n'y a pas assez de monnaie, on contracte l'économie. S'il y a trop de monnaie, on a des bulles de l'inflation, etc. Et donc, l'idée quand même qui me paraît importante aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que l'inflation est toujours le problème central ? Ça l'était au début des années 80, quand on a mis en place ces politiques de contrôle des prix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'inflation, ça reste le problème central ? Ou est-ce que parce qu'on a déréglementé les marchés du travail, qu'on a mis de la concurrence, qu'il y a les émergents, que les matières premières sont moins chères, parce que l'économie mondiale devient une économie de services, est-ce que le problème d'inflation ne réapparaîtra pas, ou pas de façon importante ? Et si on se convainc que l'inflation ne va pas être pendant beaucoup d'années un problème, il faut réfléchir à d'autres objectifs que l'inflation. On ne peut pas garder un objectif... Alors lesquels ? Alors, à nouveau, la stabilité financière, la quantité de monnaie, aussi bien d'ailleurs au niveau national qu'au niveau international. Le travail du FMI, du Fonds monétaire international, aurait dû être aussi de coordonner les politiques monétaires pour que tout le monde ne se mette pas à créer de la monnaie en même temps. Ou à essayer de déprécier sa devise en même temps. Le Fonds monétaire international n'a absolument pas joué ce rôle. Il a poussé au crime en n'arrêtant pas de demander que les banques centrales en fassent plus. Donc il faut revenir, à mon avis, aux fondamentaux, qui sont que les banques centrales sont garantes de ce que la quantité de liquidité est celle qui est la meilleure pour l'économie. Après, vous pouvez avoir d'autres objectifs. Si vous faut un objectif macroéconomique en plus de celui-là, il y a quand même beaucoup de pistes. Par exemple, beaucoup d'économistes soutiennent l'idée qu'il faudrait avoir comme objectif pas les prix, mais la croissance en valeur, la croissance nominale. Ce qui veut dire que vous pouvez monter les taux d'intérêt soit quand il y a de l'inflation, soit quand il y a beaucoup de croissance réelle. Ça aurait été extrêmement utile, par exemple, aux États-Unis dans les dernières années, puisque la Réserve fédérale aurait pu justifier par la croissance qu'elle remontait ses taux, alors que l'inflation ne lui permettait pas de le faire, alors qu'il aurait fallu qu'elle remonte ses taux. Donc vous voyez, il y a plein de pistes. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'on lance le débat, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie réflexion dans le monde des banques centrales et avec les universitaires sur est-ce qu'il faut garder l'inflation, est-ce qu'il faut passer à d'autres objectifs et lesquels, et comment rend-on compatible un objectif macroéconomique
que ce soit l'inflation ou la croissance, c'est l'objectif de stabilité financière, puisqu'aujourd'hui, il y a évidemment un conflit entre ces deux objectifs. Alors, en 2013, la Banque centrale européenne a permis de stopper la crise en zone euro, vous le soulignez dans votre livre. Quelles sont les leçons à tirer de cet épisode pour un bon fonctionnement dans la Banque centrale? Les politiques monétaires qu'on appelle non conventionnelles, de création d'énormes liquidités, sont des politiques monétaires de crise. Et donc, personne ne discute l'idée qu'on ne critique les banques centrales pour avoir créé des liquidités en 2009. On avait une crise bancaire, les banques ne pouvaient plus se refinancer sur les marchés, donc elles arrêtaient de prêter, et donc il fallait remettre de la liquidité, en particulier dans le marché interbancaire. Donc il n'y a aucune critique dans notre livre de ce qui s'est fait en 2009. 2011-2012, quand il y a la crise de la zone euro, la BCE prend une position qui consiste à dire « j'achèterai les dettes dont les taux d'intérêt sont anormalement élevés parce que je juge que je dois contrôler les niveaux de taux d'intérêt dans la zone euro pour qu'ils ne soient pas déraisonnables. Personne ne critique cela. Ce qui est critiqué, c'est que 7 ans après la crise de 2009 ou 5 ans après la crise de la zone euro, on soit toujours en train de créer une quantité monstrueuse de monnaie, alors qu'il y a déjà une quantité monstrueuse de monnaie et qu'évidemment le problème n'est plus l'insuffisance de la liquidité, le problème c'est l'excès de la liquidité. Donc vous avez un incendie, vous l'arrosez, il s'éteint, et puis il y a 3 mètres d'eau aujourd'hui au-dessus de l'incendie, et vous vous dites, si je mets un 4e mètre d'eau, ça ira mieux. Évidemment non, ça ira pas mieux en mettant un 4e mètre d'eau, vous allez juste noyer tout le monde. Donc si vous voulez, il faut se dire que les politiques monétaires non conventionnelles sont des politiques de crise à utiliser sur des intervalles de temps courts, et pas pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, en espérant que ça pousse l'économie, ce qui est totalement déraisonnable. Merci beaucoup Patrick Artus pour cet éclairage. La folie des banques centrales aux éditions Fayard. Merci. Merci.